Mon nom est Nathalie Brooks. J'ai 41 ans, et l'appel téléphonique qui a brisé l'illusion de vie de ma famille a commencé par le sanglot étouffant de ma mère. Nathalie, Dieu merci. C'est horrible. Juste horrible. J'ai coincé le téléphone contre mon oreille avec mon épaule, mes yeux scrutant encore le dossier épais sur mon bureau. Des barres de lumière de fin d'après-midi filtraient à travers les stores de mon bureau, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air immobile. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que le monde s'écroule. Il s'écroule. Le monde de Chloé s'écroule. Sa voix s'est brisée en un cri aigu. Marc a été arrêté. Il y a 1 heure. Par des agents fédéraux. Ils sont entrés chez eux. Et l'ont emmené comme un vulgaire criminel. J'ai fait une pause. Mes doigts se sont figés sur le bord de la page. Marc. Le mari de ma petite sœur Chloé. Mark Fletcher. Une icône de suffisance satisfaite. Un homme dont la fortune était aussi gonflée que son ego. Arrêté? Pourquoi? Une méprise. Fraude. Blanchiment d'argent. Ils ont débité un tas d'absurdités. Chloé est hystérique. Elle n'arrive pas à arrêter de pleurer. Tu dois rentrer à la maison, Nathalie. Immédiatement. Un ordre, pas une demande. Comme toujours. Je ne peux pas tout plaquer et venir dans le Connecticut. Un travail? Elle a craché le mot avec un tel mépris, comme si je venais de décrire mon hobby de collection de timbres. Pour l'amour de Dieu, Nathalie, quoi que tu fasses dans ton archive gouvernementale poussiéreuse, ça peut t'attendre. Ta sœur a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous devons présenter un front uni, une archive gouvernementale poussiéreuse. C'est ce que j'étais pour eux. Depuis 15 ans, après que j'ai abandonné une prestigieuse école de droit, en dernière année, un scandale familial de proportions épiques, et puis après quelques années de silence, quand je leur ai dit que j'avais trouvé un emploi gouvernemental discret à Washington, D.C., ils s'étaient créé un récit commode pour moi. Nathalie, la fille intelligente mais sans but, qui n'avait pas supporté la pression, et qui pousse maintenant du papier dans un bureau anonyme au sous-sol. C'était plus facile que de reconnaître la complexité de mon choix. Plus facile que d'être fière de moi. Chloé, en revanche, était l'enfant en or. Elle avait épousé Marc, qui avait hérité d'un empire immobilier, et menait une vie de déjeuner de charité, de sac à main de designer et de compassion condescendante envers moi, sa grande sœur, coincée dans un boulot ennuyeux. Je verrai ce que je peux faire, maman, ai-je dit d'un ton las, mais je ne peux rien promettre. Ne promets pas, fais-le, a-t-elle répliqué sèchement. Chloé est brisée. As-tu idée à quel point c'est humiliant? Nos voisins, nos amis, tout le monde va voir ça aux infos. Tu dois être là pour elle. Elle a raccroché sans attendre de réponse. J'ai fixé le dossier devant moi. Sur la couverture, en lettres noires grasses, il était écrit « États-Unis d'Amérique contre Mark Fletcher ». J'avais travaillé sur cette affaire pendant les 18 derniers mois. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un café stérile, en face du tribunal fédéral de Hartford. Ma mère, Eleanor, tordait nerveusement son collier de perles, tandis que Chloé, ses yeux gonflés de larmes cachées derrière d'énormes lunettes de soleil, remuait mécaniquement du sucre dans son latte. Elles étaient arrivées en avion la veille au soir, et j'avais accepté de les rencontrer avant la première comparution de Marc au tribunal. Leur avocat dit que c'est juste une chasse aux sorcières spectaculaire, a déclaré Eleanor, sa voix emplie d'une indignation vertueuse. Cette procureure, ils disent qu'elle est une sorte de requin, une garce qui construit sa carrière en ruinant la vie d'hommes bien. Chloé a reniflé. Marc est un homme bien. Il ne ferait jamais ça, il a juste fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai siroté silencieusement mon café noir. Le goût était amer, tout comme l'ironie de la situation. Tu es si calme, Nathalie, a observé ma mère, son regard perçant et jugeant. Ça ne t'affecte pas du tout? Ton beau-frère, le père de tes neveux, est en garde à vue fédérale, et tu restes assise là comme si tu attendais un bus. J'écoute juste, ai-je répondu d'un ton égal. Qu'est-ce que dit exactement son avocat? Qu'ils n'ont rien de solide, a exclamé Chloé, en posant sa tasse avec assez de force pour faire déborder du café dans la soucoupe. Ils essaient juste de l'intimider, pour le pousser à avouer des choses qu'il n'a pas faites. Cette femme, celle qui mène l'affaire, l'avocat l'a appelée un bulldog, il a dit qu'elle est connue pour ne jamais lâcher prise. Elle m'a regardée, ses yeux emplis de désespoir.
Comment quelqu'un peut-il être aussi sans cœur? Nous avons des enfants, Nathalie. Est-ce qu'elle pense à eux? J'ai pensé aux nuits que j'avais passées à éplucher les relevés financiers de Marc, à tracer les sociétés, écrans qu'il utilisait pour blanchir des millions de dollars provenant d'investisseurs fraudés. J'ai pensé aux couples âgés qui avaient perdu leurs économies de toute une vie, aux familles dont les rêves avaient été brisés pour une autre voiture de sport ou des vacances somptueuses. Je suis sûre qu'elle fait juste son travail, ai-je dit doucement. Ma mère a ricané. Son travail? Appelez ça un travail. C'est comme appeler le travail d'un fossoyeur du jardinage. C'est une vautour. Et toi, avec ton petit poste gouvernemental, tu devrais comprendre ça. Vous tous, les bureaucrates, vous êtes tous les mêmes. Des rouages sans âme dans une machine. La piqûre était familière, mais elle semblait plus aiguë aujourd'hui. Elle me regardait de haut depuis son monde, où le succès se mesurait en mètres carrés de mentions et en carats de diamants. Mon monde, à ses yeux, était gris, insignifiant et totalement hors de propos. Je me souviens d'un dîner de Noël, il y a environ 5 ans. Marc, déjà plusieurs scotch coûteux dans le nez, m'avait tapé sur l'épaule. Alors, Nathalie, comment va notre petite abeille gouvernementale? Toujours en train de tamponner top secret sur des dossiers d'extraterrestres? Toute la famille avait ri. Chloé avait gloussé dans sa serviette. Ma mère avait souri avec condescendance. Marc, sois gentil. Le travail de Nathalie est important, à sa façon. Bien sûr, avait-il dit, en clignant de l'œil aux autres. Quelqu'un doit s'assurer que tous les dossiers sont classés par ordre alphabétique. C'est le fondement de la démocratie. Je n'avais rien dit alors. Je m'étais juste assise là, sentant la chaleur de l'humiliation monter à mes joues, et j'avais fait une promesse silencieuse à moi-même, non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, non pas pour me vanter, juste pour faire mon travail. Et un jour, peut-être, la réalité elle-même remettrait les pendules à l'heure. Et aujourd'hui était ce jour. Nous devrions y aller, a dit Éléonore, en se levant et en ajustant son blazer impeccablement taillé. Nous devons être là pour soutenir Marc. Tu viens, Nathalie? Oui, ai-je dit, en me levant. Je viens. Elle marchait devant, le bras de ma mère autour des épaules de Chloé, la protégeant des regards imaginaires des passants. Je suivais derrière, ma colère silencieuse se solidifiant en une résolution froide et calme. Elle voulait que je sois là pour le soutien. Elle n'avait aucune idée du genre de soutien que j'allais fournir. La salle d'audience fédérale était imposante et solennelle. Le bois sombre, les hauts plafonds et le grand sceau des États-Unis accroché au-dessus du banc du juge créaient une atmosphère de gravité et de conséquence. Ma mère et ma sœur ont pris place au premier rang de la galerie publique, leurs visages tendus et pâles. Elles fixaient la porte par laquelle Marc serait amené, sans me prêter attention. Je ne les ai pas rejointes. Au lieu de cela, j'ai franchi la petite barrière qui séparait la galerie de la zone du tribunal et je me suis dirigée vers la table de l'accusation. J'ai posé ma mallette, sorti quelques dossiers et je me suis assise. Un procureur junior, Tom, qui avait travaillé avec moi sur l'affaire, était déjà là. Il m'a fait un signe de tête. « Bonjour Nathalie. Prête ?» « Plus que jamais, ai-je répondu doucement, sans regarder vers ma famille. Je pouvais sentir leurs yeux sur ma nuque. D'abord de la confusion, puis, j'imaginais, de l'irritation. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ces sièges sont pour les avocats. Nathalie fait encore une scène. L'avocat de Marc, un homme corpuleux nommé Daniels, est entré et a légèrement pâli en me voyant. Nous nous étions rencontrés quelquefois lors des motions préliminaires. Il s'est approché de notre table. « Mademoiselle Brooks » hâté, il dit d'un ton raide, ses yeux se posant sur ma famille. « Inattendu? Je ne dirai pas ça, monsieur Daniels, ai-je répondu calmement. Nous sommes tous ici pour faire notre travail. » Il a hoché la tête et s'est précipité vers sa table. À ce moment-là, Marc a été introduit. Il portait une combinaison orange, son arrogance habituelle disparue, remplacée par un air de peur et de désarroi. Ses yeux ont balayé la salle jusqu'à ce qu'il trouve Chloé. Puis il m'a vu. Il a froncé les sourcils, ses lèvres formant silencieusement mon nom. « Nathalie ?» Il a regardé sa femme, puis moi à nouveau, son esprit essayant frénétiquement de reconstituer le puzzle. Pourquoi sa belle-sœur, la modeste archiviste gouvernementale, était-elle assise à la table de l'accusation? J'ai entendu le chuchotement fort de ma mère. «
Qu'est-ce qu'elle croit faire? Quelqu'un, dites-lui de venir s'asseoir ici. Quelques personnes dans la galerie se sont tournées pour regarder. Je n'ai pas bougé. Je suis restée à fixer droit devant moi, le banc vide du juge, sentant la tension dans la salle se resserrer. La porte derrière le banc s'est ouverte, et le greffier est entré. Tout le monde debout. La cour est maintenant en session, l'honorable juge Marion Henderson président. Nous nous sommes tous levés. La juge Henderson, une femme sévère dans la soixantaine aux yeux perçants, a pris place et a scruté la salle. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous sommes assis, la juge a feuilleté quelques papiers. Nous sommes ici pour l'audience préliminaire dans l'affaire numéro 225C R 00174, les États-Unis d'Amérique, contre Mark Fletcher. L'accusation est-elle prête? J'ai pris une profonde inspiration. Tout le bruit dans ma tête s'est tu. Les commentaires dévalorisants, les sourires condescendants, les années à être écartées comme une ratée, tout s'est évaporé. Il ne restait que mon travail, mon objectif. Je me suis levée, en redressant l'ourlet de mon blazer bleu marine foncé. Je pouvais sentir les regards de Mark, Chloé et ma mère sur moi, lourds, emplis de confusion et d'une horreur naissante. La juge Henderson m'a regardé par-dessus ses lunettes. Indiquez votre nom pour le procès-verbal, maître. J'ai tourné la tête et, pour la première fois ce matin-là, j'ai regardé directement ma famille. Le visage de Chloé était un point d'interrogation. Celui de ma mère était un ordre. Les yeux de Mark étaient écarquillés de panique. J'ai détourné le regard et croisé celui de la juge. Ma voix était forte et claire dans le silence de mort de la salle d'audience. Natalie Brooks, procureure adjointe des États-Unis pour le gouvernement, votre honneur. Le silence qui a suivi mes mots était assourdissant. Ce n'était pas juste du calme. C'était un vide dans lequel le monde entier de ma famille s'est effondré. J'ai entendu un petit bruit étranglé, comme un hoquet. Je ne me suis pas retournée. Puis est venu le souffle rauque et saccadé de ma mère, comme si elle avait été frappée. Je pouvais voir l'avocat de Mark, Daniels, fermer les yeux, comme s'il se préparait à un impact inévitable. Sa bouche était béante, son visage d'un gris cendré. L'homme qui s'était moqué de mon petit boulot gouvernemental regardait maintenant la femme qui tenait son avenir entre ses mains. La juge Henderson a hoché la tête, inconsciente du drame qui se déroulait dans sa salle d'audience. Pour elle, c'était juste une journée comme les autres. Très bien, mademoiselle Brooks. Le gouvernement est-il prêt à présenter les chefs d'accusation? Nous le sommes, votre honneur, ai-je dit, en ouvrant mon dossier. J'ai commencé à parler. J'ai parlé de société, écran, de rapports falsifiés, d'un stratagème qui avait permis à Mark de voler plus de 20 millions de dollars. Ma voix était stable, professionnelle et impitoyable. Chaque mot était un fait. Chaque phrase était un clou dans le cercueil de sa vie frauduleuse. Je ne les ai pas regardés, mais je pouvais les sentir. Je pouvais sentir leur monde se retourner. Tout leur système de valeurs, construit sur l'argent, le statut et le mépris pour tout ce qu'ils ne comprenaient pas, s'effritait en poussière. La femme qu'ils avaient plainte, moquée et jugée insignifiante était précisément ce requin, cette garce et ce bulldog qu'ils redoutaient. L'audience a duré environ 1 heure. Quand la juge a annoncé que Mark serait maintenu en détention provisoire sans caution, le considérant comme un risque de fuite, Chloé a commencé à sangloter, fort, inconsolablement, comme une enfant. Après que la juge est partie et que le marshal a emmené Mark, j'ai lentement rassemblé mes papiers. J'ai travaillé méthodiquement, leur laissant le temps de digérer ce qui s'était passé. Quand je me suis enfin tournée pour partir, ma mère se tenait à la barrière. Son visage, habituellement si impérieux et confiant, était un masque tordu de choc, de honte et de quelque chose d'autre. Peut être de la peur. Nathalie, a-t-elle murmuré. Sa voix était rauque. Chloé se tenait à côté d'elle, son mascara coulant, ses lunettes de soleil tombées au sol. Elle me fixait comme si elle ne m'avait jamais vue auparavant. Pourquoi? A murmuré Éléonore. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? La question contenait tout. Elles n'étaient pas horrifiées que Mark soit un criminel. Elles étaient horrifiées d'avoir passé des années à humilier quelqu'un qui s'avérait plus puissant qu'elles. Leur honte n'était pas pour lui. Elle était pour elle-même. Pour leur erreur de calcul catastrophique. J'ai regardé ma mère.
La femme qui avait toujours choisi l'éclat plutôt que la substance, qui valorisait les apparences plus que la vérité. Quand vous l'aurais-je dit? Ai-je demandé doucement, mais ma voix a porté à travers la salle d'audience vide. À Noël, quand Marc plaisantait sur mes tampons en caoutchouc, ou quand tu expliquais aux invités que je faisais quelque chose de discret et sans exigence, timide, vous avez créé une histoire pour moi qui vous convenait, une petite boîte bien nette pour la fille ratée. Le problème, c'est que je n'ai jamais rentré dans cette boîte. J'ai regardé Chloé. Tu as pleuré sur à quel point cette procureure était sans cœur. As-tu seulement une fois pensé aux gens dont ton mari a détruit la vie pour t'acheter un autre sac Birkin? Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Je me suis dirigée vers la barrière et me suis arrêtée juste en face de ma mère. J'aime mon travail, lui ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. J'aide à apporter de l'ordre au chaos que des hommes comme Marc créent. Ce n'est pas une archive poussiéreuse, c'est la justice. Et si tu te sens honteuse, tu ne devrais pas avoir honte que je sois à la table de l'accusation. Tu devrais avoir honte que ton gendre soit sur le banc des accusés. Et tu devrais avoir honte de n'avoir jamais pris la peine de découvrir qui est vraiment ta fille. Je suis passée devant elle et me suis dirigée vers la sortie. Personne n'a essayé de m'arrêter. Derrière moi, il n'y avait que le silence absolu. Ce n'était pas juste une victoire au tribunal. C'était la reconquête de ma dignité. La revanche n'était pas de mettre Marc en prison. La revanche était de les forcer à voir la vérité qu'elles avaient si délibérément ignorée pendant si longtemps. Et dans ce silence stupéfiant, j'ai enfin été entendue.